Bonsoir. Bonsoir. Très heureux d'être là. Alors on attend encore du monde, mais bon, ça arrivera au fur et à mesure. Je voulais mettre en avant le fait que Stéphane n'a pas pris connaissance des questions que je vais lui poser. Dommage pour lui. Ah ouais. Mais j'ai une dizaine de questions, et ce qui serait intéressant, évidemment Stéphane, c'est de les développer au maximum. Et ensuite de faire participer le public, c'est-à-dire que peut-être et sûrement plusieurs personnes auraient des questions à te poser que je n'aurais pas notifiées sur Scalpin. Avec plaisir. Ok. Donc on va commencer par la base, c'est-à-dire Stéphane, toi ça fait plus de 8 années que tu officies en tant que directeur général ex-Marseille French Tech. Je me trompe? C'est presque tout à fait vrai, mais pas tout à fait. En 2003, avec d'autres dirigeants d'entreprises locaux, nous nous disions qu'il y avait matière ici à développer une industrie qu'on appelait encore à l'époque, et je crois qu'à part Christian Ray et moi, il n'y a personne qui l'a connue, un peu de choses près, peut-être Yves, les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ça se limitait quasiment à quelques infras, un peu de telco, et surtout à l'édition de logiciels et aux services. C'était donc, je disais, en 2003, avec l'aide de Marseille Inno déjà, puisque on est domicilié ici chez Christian depuis. Je dis chez Christian parce que c'est Christian quoi. C'est chez Christian. Eh oui, il faut pas l'oublier. C'est comme un bon restaurant ça. Ouais, c'est chez Christian. On a créé l'association Made in Soft. L'idée au départ était uniquement de réunir des éditeurs de logiciels, d'où Made in Soft. On avait la conviction que d'ici, on avait des atouts. Bon, on ne connaissait pas encore ces câbles, l'effervescence qu'allait connaître le digital, évidemment, mais on avait déjà la conviction que par rapport au climat, par rapport aux infrastructures présentes à ce moment-là, par rapport au faible turnover dans nos entreprises, on avait matière à attirer des entreprises venant de l'extérieur. Ça s'est plutôt bien passé avec une croissance mécanique. Moi, j'étais éditeur de logiciels au sein d'une entreprise qui a fait le parcours complet, qu'on a introduite en bourse, qu'on a internationalisé jusqu'à en faire un grand leader des systèmes d'information documentaire, un leader international. Et fin 2008, après 10 ans à pas mal cravacher et à vivre un peu partout sauf chez moi, je me suis dit que la cote d'alerte était atteinte, il fallait que je fasse autre chose. C'est ainsi que j'ai quitté. Et c'est à ce moment-là que le président de l'époque, André Jeanneret, qui l'est toujours, qui est associé chez Talentia Software, une des plus belles boîtes d'édition de logiciels de France, ex-Lefebvre Software, me propose de mettre un coup d'accélérateur à l'assaut avec lui. Et c'est ainsi qu'on repense Made in Soft et qu'on en fait une association beaucoup plus forte, beaucoup plus vaste en termes de secteur d'activité. Alors le web commençait à peine à sortir. Et Made in Soft connaît une belle croissance et c'est à ce moment-là que j'en prends la direction, tout début 2009, en marge de mes entreprises, puisque à ce moment-là, je fais aussi des entreprises dans des domaines qui n'ont strictement rien à voir. Et courant 2014, lorsque nous voyons arriver les candidatures pour l'obtention du label French Tech, nous nous disons, nous, Made in Soft, qu'il faut absolument que nous répondions aux côtés des collectivités d'Aix et de Marseille, plus la communauté d'agglo du Pays d'Aix et la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole, que nous associons à leur candidature, parce que le label French Tech, vu de chez nous, c'est du marketing territorial, de l'animation territoriale, et le seul objet de Made in Soft était de faire de l'animation au sens large, évidemment, de l'animation territoriale. C'est ainsi que nous répondons avec ces collectivités, que le label est obtenu fin 2014, et que la gouvernance nous est confiée courant 2015. Et là, tout s'accélère. J'ai assez développé ou je peux faire plus long? Non, c'est parfait. C'est bon? C'est parfait. Vous voulez plus? Vous voulez plus? Non, c'est vraiment rentrer dans le privé là. Ça tombe bien. Quelles ont été les actions fortes qui ont été menées depuis vraiment le début de ex-Marseille French Tech? En fait, on est assez pressé ici. On le voit, cette industrie connaît une croissance assez incroyable ici sur cette métropole. Donc, on n'a pas attendu l'obtention du label. On a créé un certain nombre d'événements, d'actions fortes dès avant l'obtention du label. Les French Tech Weeks, dont la prochaine édition démarrera le 14 septembre. Le grand opening, on en parlera plus tard, le grand opening qui est devenu la soirée économique de l'année sur cette métropole. Nous créons des commissions transverses sur l'emploi, la formation, le marketing digital, l'open source avec Libertis avec lequel nous fusionnons, que nous absorbons, et puis sur des sujets beaucoup plus de prospective, la Smart City, l'IoT,
enfin, qui aujourd'hui n'en sont plus évidemment, c'est le concret, c'est notre quotidien, et le e-tourisme qui arrive désormais aussi, et puis tout un tas d'autres actions. Première action, la communication. Pourquoi? Parce que la com, c'est le pouvoir. Et donc, lorsque le label nous est confié, on nous dit il faut que vous gouverniez ce label. On dit non, on va pas le gouverner, on va le coordonner. Alors ça, c'est un truc, vous imaginez, au moment de la création de la métropole, avec deux villes qui font tout pour ne pas s'entendre, c'est absolument impossible à mettre en œuvre. Donc nous, on fait ce pari-là. Pourquoi on fait ce pari-là? Parce que nos élus et leurs agents, ils sont pas très nombreux. Hein. Quelques agents remplissent ce dossier, on les a cités régulièrement, mais elles sont à la base, Marie-Christine Bouillet, Karine Schlewitz, deux, trois autres, et puis des élus, Daniel Sperling, Stéphane Paoli, au premier rang, disent quand même le digital ici, c'est l'avenir, quoi. C'est une économie qui peut tirer l'économie, donc si on le fait par nous-mêmes, ça va être compliqué, autant confier au privé le soin de gérer ça, pour lui-même, par lui-même. Et donc nous, on fait le pari de coordonner tout ça. Mais par contre, on réfléchit un tout petit peu, on se dit, si on se contente de livrer, parce qu'on est habitué à ça, nos Made in Soft, depuis le début on livre et puis on n'a jamais de subvention. Donc on a compris que bosser, c'était pas le truc. Il faut être visible. Donc on dit, première action, on va y aller à fond sur la com. Mais à fond, sur les réseaux sociaux, journaux généralistes, presse généraliste, plus que presse spécialisée. Donc premier acte, on y va à fond, on devient rapidement le territoire French Tech le plus visible de France. Et deuxième action, on dit maintenant il faut livrer. Et donc on embraye. On embraye, on fait du livrable, des expérimentations, des rencontres. Tu as des exemples concrets par rapport à ça? Ah ouais. Sur la Smart City par exemple, on a mis en œuvre des expérimentations à Istres et Aix-en-Provence sur l'économie d'énergie, sur la gestion de l'eau, sur le Wi-Fi public. En matière de marketing digital, on a démarré dans un autre registre, donc là on sort des expérimentations, on a démarré tout un cycle de conférences pour amener les entreprises du monde traditionnel à mieux comprendre ce qu'est le marketing digital, ses bénéfices et comment le mettre en œuvre rapidement. Une véritable transformation digitale pour les entreprises. Exactement. Ouais. Et là, pour le coup, ça tombe bien parce qu'on touche au cœur de moi ce qui me préoccupe. J'ai trois sujets qui me préoccupent. J'ai la formation, l'international et la transformation digitale des entreprises. On a affaire à des interpros, à des fédérations qui, depuis 4 ans, nous expliquent qu'elles veulent organiser la transformation digitale de leur boîte. Et puis finalement, d'année en année, c'est les mêmes discours qui sont resservis. Et on voit des boîtes du monde traditionnel, qu'on parle d'industrie classique, de santé, qui ne font rien. Et donc, nous nous sommes dit il y a quelques mois, on va les aider. On est poli, on est sympa. Tu dis il y a quelques mois, c'est tout récent. On a mis ça en place il y a 8 mois. Des actions très concrètes. C'est-à-dire que par exemple sur la santé, nous nous sommes associés avec Interpro Santé, donc la Fédération interprofessionnelle de la santé, pour leur proposer des projets, des startups qu'ils pourront mettre en place au sein de quelques-unes de leurs entreprises membres. Donc c'est ainsi que au niveau des maisons de retraite, on a mis en place des tags RFID, on a mis en place des outils de maintenance. Au niveau des cliniques aussi, on est en train de mettre en place des nouveaux outils qui ne sont que des outils proposés, des solutions proposées par des startups ou des porteurs de projets du territoire. Ouais. Mais pour elles, c'est essentiel, c'est leur premier client, c'est un peu de cash. Tout à fait. Pour les boîtes, c'est l'amorçage véritable de leur transformation digitale, une amélioration de leur compétitivité. Et pour les interpros qui sont censés être là pour ça, eh bien de la communication positive. Non pas on va faire, mais on a fait. Donc tu pushes les startups vers les groupes, si je puis dire. Et on commence à peine, à vrai dire. Parce que finalement, on peut attaquer l'UMM, on peut attaquer tout un tas de secteurs. Là, en ce moment, on commence à travailler également avec Convergence 13, qui, elle, fédère la moitié des zones d'activité du territoire. Il faut savoir que 48% des emplois sont dans des zones d'activité. Et donc, dans les zones d'activité, on a des boîtes qui sont dans les services, par exemple, mais pas que. Et on a aussi et surtout des employés qui demandent un certain nombre de nouveaux services, liés au bien-être, par exemple, liés à la facilité, liés au transport. Et on peut apporter des solutions simples et efficaces permettant de proposer de nouveaux services et finalement de fidéliser ces salariés. D'accord. C'est un beau programme en tout cas, et je crois que... C'est le nôtre, hein. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est quelque chose qui est... bon, en étant connecté, je vois la mise en relation start-up grand groupe et groupe depuis quoi, début d'année dernière en fait. C'est quelque chose qui est hyper récent. Ouais, en fait, exactement. Tu as tout à fait raison.
on a pas mal galéré pour attirer les family office locaux, les grandes entreprises locales. Ouais. Depuis à peine un an, même moins, alors qu'on n'arrivait pas à mobiliser un Airbus hélicoptère, un CMA CGM. D'ailleurs, Marcelino est un des premiers à dealer avec CMA CGM, comme avec La Poste d'ailleurs, je crois. Aujourd'hui, on a tous ces grands acteurs, Honnête, Bourbon, ceux que j'ai cités et d'autres, qui nous proposent d'intégrer, quand je dis intégrer la French Tech, je veux dire intégrer ce mouvement. Et y compris des gens qui n'ont strictement rien à voir. On voit des grandes compagnies d'assurance qui se mêlent à ça, des grandes sociétés du BTP qui elles aussi sont preneuses. Un exemple, si on va en parler, c'est le Grand Opening. Le Grand Opening, c'est la soirée éco de l'année, je vous disais, il y a 24 loges à louer. Avant même de commencer à commercialiser, on en a loué 18. Sur ces 18, il y en a 12 qui sont loués, 5 000 € pièce hors taxe. Hein. Il y en a 12 qui sont loués par des entreprises, ETI, grands groupes, qui n'ont aucun rapport avec le digital a priori. C'est donc en fait, on a toutes et tous réussi à faire venir à nous une industrie, voilà, parce que y a eu un vrai break. Nouvelle économie, ancienne économie. Ouais. On a enfin réussi à comprendre que d'abord la nouvelle économie, c'est pas l'économie digitale, c'est une économie qui travaille différemment. Donc elle est arrivée via le digital, mais finalement il n'y a plus d'opposition. Il n'y a pas un ancien monde et un nouveau monde. Il y a du digital qu'on peut mettre partout dans le monde traditionnel pour améliorer la qualité de service, la compétitivité et donc la pérennité d'entreprises qui coulent du béton, d'entreprises qui font naviguer des bateaux sur toutes les mers du monde. Et c'est là en fait la vraie bascule qu'on vient d'opérer. Et on en est ravis. Ah, c'est carrément cool. En tout cas, il y a du chemin à faire, je crois. Il y a encore un énorme chemin parce que là, on est arrivé à faire. Ça se débloque, mais. On est arrivé à faire connecter ces univers. Maintenant, il faut transformer. Ouais. Ce qu'on explique à ces grands groupes, c'est que on ne souhaite pas faire une connexion pour qu'ils puissent se refaire la cerise. Ouais, c'est ça. Est-ce que les startups sur notre dos? Non, non. On se connecte, ok. Mais c'est pour intégrer des boîtes à nous. Si c'est simplement pour mettre un logo ex-Marseille French Tech, parce que ça véhicule une image positive, dire qu'on est dans le move. Voilà, c'est pas le sujet. Et en fait, ça ils l'entendent, parce que nous, pour le coup, toutes celles et ceux là qui sont à fond impliqués, qui travaillent en marge d'activité professionnelle, sincèrement, ça nous fait pas plus rêver que ça de bosser avec tel ou tel top manager. Simplement pour boire un coup ou faire un midi en resto. Ce qu'on veut, c'est de la transformation, c'est du livrable, du delivery. Le reste, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il y a des actions fortes à venir qui devraient être mises en place dans les 3 années à venir? Est-ce qu'on joue un développement, si tu veux, à vue, ou est-ce qu'on a déjà une idée de là où on veut se retrouver à un moment donné? Alors il y a plein de sujets, hein, entre l'attractivité territoriale qui vous fait cruellement défaut. Aujourd'hui, la métropole référence 3 leviers d'attractivité territoriale qui sont ex-Marseille French Tech, Picto et Henri Fabre. Au global, on est dans ces 3 sujets dans l'innovation au sens large. Moi j'estime qu'aujourd'hui Picto ou Henri Fabre ne sont en aucun cas un facteur d'attractivité, puisque c'est très peu visible. Quant à nous, ex-Marseille French Tech, on avait dit sans concession, hein. Sans concession. Ça va, donc pas de langue de bois. Quant à nous, on est une initiative trop faible, trop sporadique pour pouvoir prétendre à être un véritable levier. Pour autant, effectivement, aujourd'hui, on est les seuls. Donc il y a des actions à faire pour renforcer l'attractivité, mais je pense qu'il faut une approche top-down, parce que quand on habite en Provence, c'est Provence. Vous avez remarqué, la marque Provence n'existe pas. On trouve des trucs bien pourrables, genre Only Lyon, déjà c'est un concept qui marche partout. Et nous, on habite en Provence, ça n'existe pas. Donc il y a des actions à faire. Dès lors que la stratégie métropolitaine aura bien compris qu'il faut lancer une vraie politique d'attractivité, on a de grands projets aussi sur les écoles. J'ai parlé de la formation tout à l'heure. La formation, c'est un vrai sujet. On était 44 000 il y a 1 an et demi, au dernier comptage. On a reçu le comptage là la semaine dernière, qui nous a été amené d'ailleurs par la métropole et la chambre de commerce. Il y a 49 000 salariés du digital sur cette métropole. Alors 49 000, ça fait 49 000, mais à la limite, il faut les comparer. Ouais. Le port de Marseille, c'est 42 500 salariés. Le BTP, ce sont 39 000 salariés. Voilà. On a 13% de croissance.
Et ça va encore s'accélérer parce que la quatrième révolution industrielle est là, elle arrive. C'est une révolution industrielle basée sur les objets connectés, basée sur le très haut débit, basée sur les biotechnologies, hein, la e-santé. Et sincèrement, pour la première fois de notre ère, j'arrête pas de le répéter, on peut enfin envisager de facturer plutôt que de payer. On peut enfin envisager, je suis désolé, hein, je suis commerçant, hein, donc je comprends bien la différence entre les deux, mais j'en connais pas beaucoup d'autres. Chef d'entreprise, hein. Ça se refait pas. On peut enfin envisager l'avenir avec sérénité. Pourquoi? Ben parce que les objets connectés à la base, c'est la microélectronique. Rousset est l'un des deux grands secteurs géographiques de la microélectronique. Sachant que Grenoble est un petit peu quand même en déliquescence. Rousset se porte très bien et a essaimé sur tout le territoire. On voit bien, on est ici chez Marseille Innovation et il y a des tas de boîtes qui sont dans l'IoT. Les biotechnologies, Lumini, quand vous voyez Inaté Pharma qui lève 1 milliard, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Et bien d'autres, Cardionection qui fait un vêtement connecté. C'est pas grave, hein, mon téléphone est étanche. Je sais, j'ai vu. Made in Marseille. Made in Marseille. Vous savez que les champions européens du smartphone sont provençaux. Wiko, Crosscall, Basile, d'autres arrivent derrière. Ouais. Ce sont des croissances phénoménales. Bon, Wiko. T'en es content parce que tu l'as eu fois avant Las Vegas. J'ai eu avant qu'il soit sorti. Ouais. Exactement. Ouais, j'en suis ravi. Ouais. Ça, c'est Crosscall, ça. Voilà. C'est une boîte texoise. Plus forte progression de chiffre d'affaires, tout secteur d'activité confondu de Provence, 3e française. Bah, en fait, ils ont créé ce qui n'existait pas, c'est-à-dire le portable qui résiste au coup, à l'eau et tout ce que tu veux. Ouais, il a même résisté à mes gosses. Donc, voilà. Ah, je l'ai tout fait, je l'ai balancé dans la piscine, je l'ai jeté dans la neige. Effectivement, il a l'air de bien fonctionner. Wiko, l'année dernière, on a fêté leurs 5 ans. C'était 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Déjà, tout ça depuis l'avenue de la Corse. Déjà, ça laisse. C'est pas mal, ça laisse. Là, on a fait leurs 6 ans, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils s'attendent au milliard et les prévisions le confirment. Et ça envoie, c'est une folie. Donc je disais l'attractivité, la formation, parce que j'en reviens quand même à ta question, où là-dessus on a un vrai sujet, et l'international. On n'est pas bon en international, alors effectivement quand il y a des grands salons à l'international, on n'est pas bon. Parce que après, tu vois, la question suivante c'est le CES de Las Vegas. Pourquoi? Alors, d'abord, je vais répondre à ma question. On n'est pas bon à l'international parce qu'on n'est pas structuré. Aujourd'hui, même quand on va à Las Vegas, même quand on fait les barons à Las Vegas, on les fait de manière non mutualisée, non contrôlée, non structurée. Ouais. Alors c'est bien, on va à Las Vegas, sur les 180 entreprises françaises, la deuxième délégation après Paris, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce sont 23 entreprises sur les 30 de la région. C'est superbe. On voit que nous, on fait de la retape, nos élus viennent et bossent. Ils bossent. Ouais, ils bossent, les mecs, ils y sont allés pour nous ramener du lead. Et puis, c'est important le CES de Las Vegas parce que nos grandes entreprises sont là, Engie, La Poste, ont des stands immenses. Mais nous-mêmes, ça nous permet de faire connaître nos savoir-faire. Alors pour nos boîtes, c'est bien parce qu'elles vont rencontrer le directeur des achats de Walmart, de Carrefour même, parce que là, le directeur des achats de Carrefour, tu peux pas le voir en France. Par contre, à Las Vegas, il vient sur ton stand. Il est là. Donc tu demandes sa carte de visite, quand il te dit je suis directeur des achats chez Carrefour, tu dis là tu me prends pour un imbécile. Mais non, c'est vraiment lui quoi. C'est moi. C'est lui. Et dans la même matinée, tu te fais Leroy Merlin, Castorama, tout ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et comme sur les 12 awards qui ont été attribués à des innovations françaises, il y en a 3 qui viennent de la métropole, hein. 3D Rudder, La Douche, cette année, et Ondilo. C'est ça? C'est bien. Bravo. Ouais, parce que tu t'es mis tout seul dans le pétrin en fait. Ouais, grave. Mais tu les as trouvés. Ouais, mais tu vois. Excellent. Excellent. Et donc ça permet aussi de faire connaître ce territoire. Nous, notre prétention, et là je reviens au sujet de l'attractivité, c'est de montrer que on est le cœur de l'innovation sur toute cette zone que les Américains et les Chinois qualifient de IMIA, Europe, Middle East, Africa, c'est-à-dire l'Europe Sud, Sud-Europe, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Voilà. Donc finalement, ce qui nous intéresse, c'est de faire la bagarre avec eux. Pas avec Lyon, pas avec Bordeaux, pas avec Paris, on leur laisse le nord de l'Europe, c'est pas notre débat. Ouais. Donc le CES de Las Vegas, c'est essentiel d'y être, pas que, le Mobile World Congress est un salon qui, moi, est encore plus pertinent, c'est un salon B2B et non pas B2C. Cette année, pour la première fois, il se tiendra également à San Francisco. D'accord. En courant septembre. On n'a pas eu les budgets malheureusement pour amener nos entreprises.
mais j'espère qu'on les aura pour 2018. En tout cas, pour tout début 2018, le CES est déjà calé. On a réservé 30 slots. Alors, le CES, c'est pas le salon des maires des collectivités territoriales, hein. C'est-à-dire qu'on présente des candidats et les Américains, ils en retiennent un sur trois, vous disent oui, non, lui, oui. C'est eux qui sélectionnent au C'est final. eux qui sélectionnent. C'est pas toi qui commande, hein. Ok, d'accord. Il suffit pas de prendre des slots, c'est très très chaud, hein. Moi, j'ai dû aller négocier avec les Américains pour certaines de nos boîtes Qui n'étaient pas retenues. Book My Hello, par exemple, ça a été 2 heures de lutte avec la vice-présidente de la CTA pour lui faire entendre non, il fallait prendre Book My Hello. Et on a fait ça pour toutes les boîtes qu'ils n'ont pas voulu drafter, n'ont pas voulu retenir. Donc il y en a une ou deux qui sont passées au travers, mais on en a tiré un maximum. Ok. J'ai retenu dans les articles, 14 startups avaient été retenues. Et tout à l'heure, tu as dit un petit peu plus, je crois. 23. 23. Ouais, 14 qu'on a prises directement. Le pôle SCS en a mené quelques-unes. Au final, 23 de la métropole. D'accord. Ouais. Ok. C'était à 30. Donc, tu vois, ma question suivante, c'était raconte-nous un peu l'ambiance, la place qu'a pu trouver la French Tech là-bas, sur place. Apparemment, ça fait bien. Ouais, ça fait un sacré buzz. Vous avez pris de la place. On a pris de la place. Alors moi, pour le coup, en plus, j'ai beaucoup communiqué autour de ça. J'ai fait un carnet de voyage matin et soir, enfin, avec des photos, tout ça, des vidéos. Ça me semblait important parce que justement, il suffit pas d'abord, on envoie des entreprises de l'argent public. Et moi, j'estime qu'il est essentiel que tout le monde puisse savoir à quoi sert, comment est dépensé l'argent public. Donc pour ça, tu reportes le matin, le soir, tu fais des vidéos. Au moins, on parle de rien. Enfin, on peut toujours dire. Voilà, on l'a bien vu quand Emmanuel Macron a fait sa soirée début 2016, j'y étais, des soirées comme ça, il peut en refaire tous les jours, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il fait quand même venir beaucoup de presse internationale, il a fait venir des VC du monde entier et c'était important. Donc depuis 2 ans, la French Tech, effectivement, elle est omniprésente. Je me souviens en début 2016, pour donc passer l'édition à celle d'avant, les TechCrunch et tout ça passaient nous voir. Puisque nous, avec Polizzi, on a tanké sur les stands. On était là, imbougeable. Ils nous disaient, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Vous êtes qui? On voit votre coque, tout ça, machin. C'est quoi la French Tech? Et on leur disait, mais la France, c'est le pays où on innove. La France, c'est le pays où on conçoit. La France, c'est le pays où on invente. Regardez vos entreprises américaines, vous sortez du board, le 2e niveau, il y a beaucoup de Français. Allez au NYSE, au New York Stock Exchange, les traders qui sont aujourd'hui des mathématiciens, les meilleurs sont tous Français. Il a fallu que tu leur dises ça, ou, enfin, je veux dire, on le sait que les Français ont une part très forte, par exemple dans le développement informatique, etc. Les Américains se battent pour pouvoir récupérer certaines... Ouais, mais malgré tout, le French bashing, c'est pas... Enfin, moi, j'ai la chance de beaucoup voyager. Sincèrement, en dehors sans rentrer dans la politique, je pense que l'ancien président nous a pas fait de bien du point de vue sans politique. De l'image. Ouais, de l'image. Non, très sincèrement. Très sincèrement, surtout la dernière année, j'ai passé pas mal de temps en Afrique, au Brésil, aux US, au Canada. Tu l'as ressenti. Ouais, je l'ai ressenti. Ouais, je l'ai ressenti. Et c'est vrai que finalement, ça a été un contrepoids. Ça a été un contrepoids de dire bon, non, ça va bien, hein, ça va bien. J'ai reçu la première chaîne allemande là récemment, et le gars a passé son temps à me dire qu'est-ce que vous pensez de l'ancien président, est-ce que vous trouvez qu'il a assez travaillé, est-ce que vous trouvez normal qu'il n'ait pas un ordinateur sur son bureau, est-ce que qu'est-ce que vous pensez des syndicats? Je me suis dit c'est quoi le rapport à la French Tech, quoi. Et c'est vrai qu'il y a une image à redorer très vite pour pouvoir exister. Les VC, les venture capitals étrangers, s'ils ont autant de mal à venir ici, c'est parce qu'on n'est pas sexy. Voilà. C'est le système aussi, c'est-à-dire investir ici, c'est pas si simple. Enfin, moi je suis pas tout à fait d'accord. Investir ici, c'est investir sur une boîte qui va profiter du CIR, du crédit impôt recherche, du statut JI, du crédit impôt innovation. Alors, effectivement, c'est beaucoup de travail pour le mettre en œuvre, c'est les contrôles fiscaux qui mieux, mais c'est quand même un outil essentiel qui, s'il n'avait pas existé, n'aurait pas permis à beaucoup d'entreprises de se créer, quoi, ou du moins de perdurer. Tu penses qu'on est dans la meilleure position aujourd'hui pour la création d'entreprises? Je pense qu'on a beaucoup d'atouts. Regardez ici, on a quand même des locaux. Alors tout n'est pas parfait, c'est compliqué, on a toujours besoin de toujours plus d'argent. On n'a peut-être pas le niveau de conseil en termes de qualité qu'on attend, mais malgré tout, sincèrement,
je me suis baladé au Sénégal récemment, où ils poussent beaucoup sur l'innovation. Je peux vous garantir que c'est pas... Ah oui, non, c'est sûr. Je connais bien la Tunisie aussi, je travaille dans le Maghreb depuis près de 20 ans. Ouais. J'y passe beaucoup de temps, on n'a pas du tout les mêmes conditions. Alors effectivement, ça pourrait être mieux. Effectivement, en CapDev, on a des difficultés, mais malgré tout, je trouve que la situation elle est plutôt pas mal, et je crois que l'avenir est devant nous, surtout ici, parce que vu des Américains qui sont des mecs pragmatiques, quand ils regardent la map monde, ils voient Marseille au milieu de cette zone-là, ils disent tiens, c'est un peu le centre. Ils voient tous ces tuyaux qui arrivent, donc ils se disent il y a du volume. Les tuyaux ont été retirés, donc il y a de la vitesse aussi. On bénéficie également de l'effet Brexit, donc pour tout ce qui est fintech, tout ça, ça va rajouter à notre sex appeal. Arrive sans doute un projet appelé, moi j'aime beaucoup Brexit One, un câble qui part direct de New York, qui arrive à Marseille, qui va arriver à Marseille, et qui va encore renforcer notre attractivité. Et là, moi je pense que l'investisseur étranger qui se dit tiens, il y a une nouvelle gouvernance au sens de l'État, il y a une région qui fait beaucoup parler d'elle, qui en plus, la Côte d'Azur, la Provence, ça parle à peu près à tout le monde, quoi, hein. À part au fin fond du Népal, tout le monde connaît. Et encore. Cannes et Saint-Tropez déjà font... Ouais. Enfin, je sais pas si... Une belle image. Quand le matin, vous passez dans les grands hôtels marseillais, moi depuis 6 mois, je vois des Chinois tout le temps. C'est blindé de Chinois. C'est blindé de Chinois, quoi. Et ils viennent pas simplement pour aller voir la série qui se tourne dans les lavandes, hein. Ils viennent pour investir. C'est blindé de Chinois et c'est un signe fort. Donc maintenant, on a 2 choix, parce qu'on est à la croisée des chemins. On a le choix soit de profiter de cet effet d'aubaine, pied plancher, accélérer, et faire en sorte de changer de braquet. Soit on fait comme on l'a trop fait, on s'entretue, on se bat entre nous pour du pouvoir, pour briller, pour tout ce qu'on veut, et là, on restera ce qu'on est. Ça marchera pas. Des Marseillais. Tout à fait. Voilà. Et donc ma question, Non, mais je suis Marseillais aussi, hein. Est-ce que tu penses que la région PACA peut devenir la Silicon Valley française? Je pense toujours approche top-down. Je pense que nos élus... Nos élus... Il y a une multitude d'articles qui remontent un petit peu cet effet-là, mais bon, est-ce que c'est pas nous, entre nous, qui nous montons un peu le bourrichon? Encore une fois, pour aller un peu partout, sincèrement, c'est franchement pas mieux ailleurs. Certains communiquent mieux, mais quand je vois ce qui se passe dans les autres grandes métropoles françaises, à Bordeaux, French Tech, 0, à Montpellier, 0,1, à Lyon, ça marche pas trop mal. À Nantes, ça marche pas trop mal aussi, mais malheureusement, leur bâtiment a pris feu. À Lille et Toulouse, l'État, alors que la French Tech, c'est quand même l'école des fans, hein. Je veux dire, tout le monde a dit ça à la fin, quoi. L'État a imaginé retirer leur label à Toulouse et à Lille. Donc moi, je dis, on est pas mal, quoi. On est pas mal. Et en plus, on a des infras. N'oubliez pas qu'ici, on a quelque chose. On n'a pas que ces 300 jours de soleil par an, on n'a pas que cette université qui rayonne mondialement, on a aussi le port. Le port, on l'oublie parce qu'on dit, voilà, c'est un machin comme ça, c'est vrai que c'est très mal organisé aujourd'hui, c'est vrai qu'on est loin d'en tirer le potentiel qu'on devrait en tirer. N'oublions pas qu'un port dans un pays développé, ça vaut que dalle. Ça vaut que parce qu'on fait derrière. La supply chain, la logistique, qu'on a très mal organisée et où tout reste à faire. Et là, toute cette carence d'emploi pour personnel peu à pas qualifié, mais on a le boulot pour eux. Il suffit juste de le mettre en route. Et d'ailleurs, le port, comme le digital, c'est le même sujet. Il va nous falloir faire le choix de devenir bon ou pas. Voilà. De travailler ensemble ou de ne rien réussir. C'est la même question. Je pense que le port, vraiment, est véritablement un axe sur lequel il faut se positionner rapidement pour faire monter en puissance Marseille. Ah bah ouais, clairement, ouais. Alors il y a plein de sujets, évidemment. Il y a le port de marchandises, hein, le transport, le fret, la logistique. C'est très important. Tout le monde a tapé sur Renault. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Renault a ouvert son usine à Tanger. Tout le monde a dit, regardez, c'est salaud. Pour les Dacia. Non, pour des Renault, pour les Clio. Ils font fabriquer là où la main-d'œuvre est moins chère. Mais en fait, le sujet, c'est pas ça. Il faut aller à Tanger. À Tanger, il y a les portes-containers qui arrivent, les containers qui descendent. Et juste devant, il y a les usines qui assemblent les Clio. Parce qu'en fait, la valo, elle se fait quand? Elle se fait quand vous ouvrez le container. Tant que le container, tu laisses fermer, tu le mets sur un camion qui part un peu partout en Europe, sachant qu'on n'a même pas été capable de faire une sud-nord, qui en plus n'était pas très coûteuse, hein, c'était 100 millions d'euros, ben là, on valorise pas. Et on a besoin de valoriser. Donc le jour où on saura organiser ça, ce sera super. Et vu des étrangers, disposer d'un port, c'est un atout formidable. Ce sont les marchandises.
c'est le flux. Et là, je parlais que du fret. Hein. C'est la même question avec l'aéroport d'ailleurs. Hein. Le fret est très mal organisé. Mais le port, c'est aussi un port de croisière, un port de plaisance. Aujourd'hui, on est heureux parce que ce port-là fait 1 million de touristes. Ouais, d'accord, mais moi, 1 million de touristes, ça me dit rien. C'est-à-dire que si tu ne le compares pas à d'autres grandes agglomérations similaires, là, je peux avoir un jugement. Et là, quand tu regardes, tu te rends compte qu'1 million, c'est franchement peu. Donc, il y a tout ce truc-là organisé. Le J1 qui est un outil formidable. Je vous assure, c'est incroyable le J1. C'est 3 plateaux de 2800 mètres carrés entourés de 40 hectares en jachère. C'est incroyable. Il y a tout à faire. Quand tu vas à Montréal... Et on y retrouvera les French Tech Weeks on y retrouvera le Grand Opening. Et quand tu vas à Montréal ou à San Francisco, les mêmes bâtiments sont utilisés. Ce sont des espaces de culture, d'entertainment, de sport, on y retrouve de tout. Ouais, tout à fait. Et nous, on n'a rien. On n'a rien. Enfin, on n'a rien et on peut tout faire en fait. On n'a rien, on peut tout faire. Donc là aussi, on dispose d'un terreau formidable, comme le digital. Et si j'insiste sur tout un tas de sujets qui ne sont pas dans le cadre du numérique, c'est parce que le numérique, il est partout. Il est partout. Si le port marche, du digital, vous allez en balancer tant que vous en voulez. C'est la même chose. On a tout intérêt à ce que l'économie globalement augmente, qu'on parle de tourisme, qu'on parle de métallurgie, qu'on parle d'aéronautique, qu'on parle de portuaire, qu'on parle d'aéroportuaire, pour que nos entreprises connaissent des croissances qui seront au diapason. Tu as été candidat à la présidence de la CCI Marseille? Je me souviens plus. Bon, je te le rappelle, tu as été candidat en fait, on t'a vu un peu partout. Et est-ce que toi, tu as géré ton parti Énergie PME comme une start-up? Non. Oui. Oui, dans le sens où c'était le bordel complet. Ça va, ça c'est start-up, ok. Non, dans le sens où on n'a pas eu les fonds pour le faire aussi bien qu'on aurait pu. On perd de 300 voix. Bon, on perd quand même. On perd 300 voix uniquement en ayant plus d'entreprises qui votent pour nous que Jean-Luc Chauvin et son équipe. Mais sincèrement, moi d'abord, j'ai vécu une formidable expérience. C'est un sujet que je connaissais pas du tout. Et je l'ai vécu vraiment à fond. J'ai pris des coups, j'en ai donné. Et puis le soir même de l'élection, c'était fini. J'étais content. Et la première chose que j'ai faite, c'est en fait écrire à Jean-Luc pour lui dire voilà, c'est fini. Tu es le président et toute la communauté est à ta dispo. Voilà. On te suit quoi. Bien sûr qu'on le suit. Bien sûr. D'abord, on n'a pas les moyens. Ouais, clairement. Je veux dire, tu vas pas faire à côté alors. Ouais, on n'a pas les moyens de faire autrement, primo, et puis en plus, c'est normal quoi. Il y a une gouvernance qui s'installe, il faut lui laisser un, le temps de s'installer, et deux, apporter ce qu'on sait faire. Donc, Énergie PME a été une start-up à certains égards, et existe toujours, parce que moi, mon idée sur la question, c'est qu'Énergie PME doit devenir un do tank transverse. Donc c'est la proposition qu'on est en train de monter. On a besoin aujourd'hui d'un staff pluridisciplinaire qui réfléchisse à des sujets, qui fasse des propositions à nos politiques locaux, mais également à nos députés qui vont être bientôt élus. Non pas simplement pour leur faire des propositions, mais pour leur faire des propositions, les engager à les porter et faire le suivi derrière. Ça c'est encore un autre sujet. Mais je pense que là, il y a des choses à faire. À titre personnel, je crois plus trop à l'État. L'État-providence est terminé, la nation est exsangue. Je crois que la bonne unité d'œuvre, c'est la métropole. On a tout. Je veux dire, quand Valence s'organise, quand Barcelone s'organise, ils ne s'organisent pas avec le concours de l'État, ou si peu. Ils s'organisent entre eux. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut. Tu aimes ton territoire. Tu aimes véritablement ton territoire. Moi, je suis... Alors, d'abord, je ne suis pas d'ici. Hein. Ma mère est corse, mon père est espagnol. Je suis né ici, j'ai fait mes études, je suis très reconnaissant. À l'école envers l'école républicaine, j'ai fait Polytech, j'en suis ravi, ça m'a donné des outils et je dois beaucoup à ce qui m'a été donné par l'école de la République et j'adore ce territoire effectivement. D'ailleurs, même quand on voyage, on va ailleurs, on trouve ça super. Mais t'es content de rentrer? Ouais, je suis content de rentrer chez moi. Quoi. Voilà. Donc je souhaite m'y épanouir et je souhaite surtout qu'on puisse retrouver les conditions qui feront que nos enfants puissent s'y épanouir comme ma génération, j'ai 42 ans, a pu s'y épanouir et prospérer pour certains d'entre nous. Quoi. Voilà. Alors, les French Tech Weeks, tout à l'heure tu en parlais, elles sont de retour en 2017, donc septembre, hein, si je ne me trompe pas. 14 septembre, 29 octobre.
Voilà, s'il vous plaît, merci de noter sur votre petit carnet. Ouais. La dernière, c'était top. On se souvient du robot là, qui se promenait un petit peu partout, le robot disco. Là. Mais ça, c'est Jaguar, ça. C'est Jaguar Network. Ouais, cette année, il veut faire plus fort. Ah ouais, ok, ouais. soucoupe volante. Ok, préparez-vous. Oui. Non, mais cette année, il y a des dossiers quand même. Hein. Cette année, il y en a quelques-uns qui ont décidé de se tirer à la bourre pour être plus visibles les uns que les autres. C'est pas mal. Donc il y a une vraie. C'est assez marrant d'ailleurs. Il y a un vrai jeu là qui s'est installé et ils cherchent tous à briller plus que les copains. Marquer on va tous plus que l'autre. Ouais. Puis en plus, nous, ça va rien nous coûter, donc c'est parfait. C'est génial, excellent. Ouais, c'est super, j'adore. En plus de ça, cette année, ça se fera au J1. Alors ça se fera au J1. On parlait tout à l'heure. Ouais, c'est important de faire ça au J1. D'abord, on voulait changer parce qu'après 2 années, hein. 2 années voilà, à Aix-en-Provence, nous on souhaitait montrer ce J1 on va être 1800 je crois, à quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas le J1, alors que c'est un lieu mais absolument incroyable. Je ne sais pas qui l'a visité là, dans l'assistance, qui connaît le J1. Yves, toi tu dois connaître. C'est juste le flagship quoi, de Marseille, c'est magique. Et en fait, personne ne connaît. Et donc, on va faire ça au J1. En plus, on aura j'espère, une belle surprise à vous présenter. Un truc, une exclusivité mondiale à vous présenter si on a les autorisations pour le faire. Et donc voilà, c'est important d'être là, d'être à Marseille, d'être face à la mer. Exclusivité mondiale ? Ouais. Ouais, mais moi j'aimerais en savoir plus. Non, mais je peux pas parce que si je te donne le moindre avis, tu m'as dit sans langue de bois. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est sans langue de bois. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ok. Allez, donne-nous un petit indice. Ben écoutez, je vais vous le dire. On travaille à faire venir Frankie Zapata faire le tour du J1. Ce qui est très compliqué. Donc on est les premiers à le voir là en fait. Ouais, hein ouais, vous êtes les premiers à le savoir. C'est aussi une exclusivité mondiale. Ouais, vous êtes les premiers à le savoir. On y travaille, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, alors moi en plus je pilote, donc je connais la réglementation aérienne. Ouais. La DGAC, ça l'a pas fait rire du tout l'idée. Ouais. Survoler Marseille à basse altitude avec un sac à dos rempli de kérosène. Moyen. Moyen. En plus 1800 personnes, dont beaucoup d'élus, puisqu'ils sont tous là, hein, comme tous les grands patrons locaux. Ça les fait pas rire non plus. Est-ce que ça donnerait un nouveau départ? Je sais pas qu'il y a un problème. Je sais pas, ouais. Non, mais c'est hyper compliqué. Donc là, on est en plein dans maelstrom réglementaire. Surtout que, en plus, Francky a pas fait correctement les choses pour tester son innovation. À la Marseillaise. Il a beau être génial, voilà. Il a cru qu'il pouvait voler comme il voulait, sans licence, sans rien. Avec un sac rempli de kéro, enfin, une combinaison inifugée, c'est... Le mec, super à l'aise. Ouais, ça c'est passé, hein? Non, c'est pas passé. Jusqu'à ce qu'on en parle un peu trop. Ouais, c'est pas passé. Ouais. Mais d'un autre côté, moi, le voir tourner autour des J1, je pense que c'est énorme. Ça serait énorme. Ouais. On aura beaucoup de presse, hein. On aura France 3 qui fera son journal en direct. On aura de la presse internationale, on aura un partenariat avec la Tribune. Où là, par contre, je peux vous l'annoncer, l'édition nationale de la Tribune, donc du 14 septembre, sera consacrée en page de couverture Aix-Marseille French Tech, la Silicon Valley de l'Europe. Génial. Histoire d'emmerder les copains. Voilà. Ça me fait plaisir. ça c'est bon. Et non, il faut être prétentieux là, sinon t'avances pas. Sinon t'avances pas. Donc ouais, il y aura pas mal de choses, on l'espère. Et puis d'autres surprises aussi. On compte beaucoup. On va démarrer. On va ouvrir les préventes vendredi ou lundi. Excellent. Et au niveau start-up, c'est-à-dire qu'on peut se positionner en tant que start-up pour avoir de la visibilité. Tu peux nous en dire plus parce que j'imagine qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intéressées. Ouais. Pour celles et ceux qui ont suivi nos actus l'année dernière, vous vous souvenez, on a lancé un appel à candidature globale pour tous les salons où elles pouvaient exposer. Ouais. Ça démarre avec le forum Smart City La Tribune, où là, on a changé de schéma. D'habitude, c'est les startups qui pitchent devant les grands patrons. Cette année, c'est les grands patrons qui vont pitcher devant les startups. Excellent. Ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est bon. On peut changer. Il y a quoi comme grand groupe? Il y a quoi comme grand groupe? Il y aura SNCF, il y aura La Poste, il y aura Engie, il y aura... je sais plus. Mais je crois une dizaine. Ouais, donc on va lancer les appels à candidature, à moins que ce soit déjà fait, je sais pas vraiment. Pour le forum Smart City La Tribune, pour le grand opening où il y aura un espace pour les startups, pour le CES Unveil, donc la préfiguration du CES qui se tiendra à Paris, pour le CES également, et pour d'autres événements durant les French Tech Weeks, Forum Made in Job.
le salon des entrepreneurs et quelques autres. Enfin bon, il y en aura pour tous les goûts. Excellent. Qui y sera, sans prendre un stand, mais présent? Personne, hein. Je vais y aller alors. Je vais mal vendu. Ouais, hein, au French Tech Weeks. Ah, mais je pense que vous allez être nombreux à y passer, quoi, forcément. Ouais, mais c'est fait pour nous, hein, c'est fait. Alors, si vous voulez, pourquoi les French Tech Weeks? Parce que finalement, on n'est pas là pour faire de l'entrisme. Hein. Et puis j'oubliais, Métirama 3.0. Tous les jeunes gens qui sont nés ici, ont été collégiens ici, sont forcément allés chez Thierry et chez Métirama. Et cette année, il y a une vraie refonte digitalisée en partie du Métirama. Donc ça sera début janvier. Et là aussi, il y aura sans doute des choses à vous proposer. En fait, pourquoi on a fait les French Tech Weeks? Parce qu'on s'est dit qu'il fallait communiquer. Et communiquer, ça passait aussi par montrer notre force, notre poids. Et communiquer auprès de journaux nationaux, enfin de la presse nationale et internationale, sur 5 semaines d'événements en continu sur tous les sujets, qu'on parle de BIM, de biotech, d'IoT, de Smart City, de e-commerce, qu'on parle de formation, d'emploi, de business, de prospective, ça contribue à faire bien voir notre territoire. C'est important pour nous et c'est important aussi pour ce qu'on envoie. On a besoin d'attirer de nouveaux talents. 13% de croissance, c'est super, mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'on n'arrive pas à sortir suffisamment d'élèves. Et on voit bien, il y a un boom des écoles du web en ce moment, c'est une folie. On n'arrive pas à sortir suffisamment d'élèves pour satisfaire aux besoins d'embauche. Je crois qu'on a 2000 postes ouverts en développement en ce moment inscrits chez Pôle emploi, ce qui est vraiment déconnant, quoi. Donc c'est des nouveaux talents, c'est des talents confirmés, c'est des francophones, des Français exilés, des francophiles, c'est tout ça. Et pour ça, il faut leur montrer à quel point ici c'est bien. Donc les French Tech Weeks, on les a conçus tout d'abord pour ça. Voilà. Excellent. Une école 42, par exemple, tu sais qu'on avait reçu ici l'école 42. En fait, nous on va faire l'école 51. Tu rigoles, mais tu verras. Ah ouais, c'est sérieux. Ouais, sérieux. On va faire l'école 51. Non, c'est vraiment dans les cartons. Hein. Mais c'est bon. C'est vraiment dans les cartons. Validé. Hein. Ouais. Moi, ça peut me plaire, ça. Ouais. Tu rentres à 9h, tu sors pas. Mais en fait, comme on est écosse, on a de vrais problèmes avec les noms. Alors des fois, on arrive à faire marrant, comme l'école 51. Quand on fait la coque, Euroméditerranée nous met à disposition un local au bout des docks, là, à côté du Simply Food. Un local, qui en a entendu parler de la coque? On en a encore peu parlé. Ouais. Bon, la coque, c'est un lieu, vous allez voir, magique, pour vous. C'est-à-dire qu'il vient à l'opposition de rien du tout. C'est un espace le plus hype qui soit, avec du son, de la fibre à 10 gigas, des vidéoprojecteurs laser, un équipement BIM, des slots dans tous les sens de la restauration, enfin tout ce que vous voulez, pour que vous puissiez, parce que vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de vous payer le Sofitel et tout ça, à vil prix, exposer auprès de vos clients, auprès de vos prospects, les recevoir dans les meilleures conditions qui soient. Donc c'est un showroom à disposition qui c'est un espace protection. Super prix. Plus que super, vraiment à prix tabassé, pour que vous puissiez disposer d'un espace qui n'est pas le vôtre en continu. Excellent. Mais vous avez besoin d'un espace quand même de très grande qualité, parce qu'on ne peut pas tirer les mouches avec du vinaigre. Hein. Et ça manque. Ça manque. Et cet espace-là, il est donc au bout des docks, 3 parkings autour, de la restauration, de l'hôtellerie, il y a tout ce qu'il faut. C'est un lieu aussi où on a convié les grands groupes. Donc on a des partenariats avec IBM, avec Engie, qui exposeront en continu, avec EY, avec d'autres aussi, parce qu'il faut également faire du meet-up entre grands groupes et petites boîtes. C'est un lieu où on va pouvoir, comme je le disais, se restaurer, boire un verre, où on va pouvoir se poser un instant, et il sera là que pour nous, pour celles et ceux qui font l'innovation. Alors la coque, comme l'école 51, sur l'instant ça nous a semblé bien. C'était le nom de Pôle en Méditerranée, et puis après on a réalisé qu'en anglais, ça craignait un peu, quoi. Voilà. C'est sûr. Voilà. Regardez là devant. Là, ouais, mais les Anglais, ils verront pas le là devant. Ouais, les The Coq. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc, enfin, il ne faut pas oublier qu'on a les leaders européens du joujou pour adultes ici. Ouais, c'est exactement. Avec DNX qui fait un carton, hein, avec 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il est sur Rex ou pas? Comment? DNX, c'est à Rousset. C'est à Rousset, ouais. On le connaît plutôt sous le nom de Sexy Avenue. Ouais. C'est à Rousset, ça fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, ça fait du kilo de latex. C'est hyper costaud. Je sais pas si on recycle, pardon. Je me suis pas intéressé à ça. C'est vrai qu'on les met pas souvent à l'honneur parce que c'est plus facile quand on parle d'e-commerce de parler de voyage privé ou à l'eau pneu.
C'est plus parlant. Il y a un salon X spécialement pour le web. Tu m'as l'air bien renseigné. Ben, j'ai lu ça dernièrement. Ah, et t'as lu ça, ouais. C'est tombé un article. Dans les Échos, c'est ça? Oui, dans les Échos. Et, non, mais véritablement, tu as un salon spécialement pour les entrepreneurs du web dans le X. En fait, et c'est aussi chapeauté par des. Tu devrais arrêter, t'es pas crédible. Des marques d'Ancel et des compagnies, évidemment. Mais enfin voilà, ça existe. Très bien. Toi, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que tu tournes autour, tu officies pour la French Tech, ex-Marseille. Apparemment, il devrait y avoir une nouvelle présidence très prochainement. Tu peux nous en parler? Ah ben, comme chaque année, le mandat de président est remis en jeu. Ouais. C'est vrai que André Jeanneret occupe cette fonction depuis 9 ans. Et je pense qu'il va laisser la présidence en début d'année prochaine, lors de la prochaine Assemblée Générale. Et un appel à candidature sera lancé pour qu'on puisse voter pour l'élection des nouveaux présidents. Donc on peut s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire, pas de problème. Pas trop, parce qu'on va pas faire 200 tours quand même, ça va être long. Et moi-même, je quitterai la direction générale de Made in Soft et d'Aix-Marseille French Tech. Je resterai évidemment dans le giron, parce que c'est un bel outil. Tu peux pas t'en passer. Non, c'est pas ça en fait. Ça. Alors, pourquoi je sors? Parce que mes entreprises me permettent de continuer. C'est parce que je pense qu'on correspond à une époque. On peut... 9 ans, c'est déjà beaucoup, je trouve. Et il faut laisser la place aux autres pour donner un nouvel essor, un nouvel élan, une nouvelle dimension, dimension supérieure. Et s'accrocher à son poste, c'est vrai que c'est confortable, on est là, ça brille, machin, mais on est là pour bosser. On n'est pas là pour faire ce qu'on fait ce soir, quoi. Ouais. Même si c'est sympa, c'est plaisant. On en a besoin, mais effectivement, dans le concret, mais voilà. Dans l'action. Et il faut pouvoir renouveler le sang. Donc je trouve que c'est bien. Il y a un bel outil aujourd'hui qui est structuré. Je trouve que c'est bien de laisser la place à une ou un successeur pour que il puisse officier. Donc je resterai le temps qu'il faudra évidemment, puis même plus longtemps que ça pour aider, quoi, parce que faut bien comprendre qu'Aix-Marseille French Tech aujourd'hui c'est une organisation autant c'est une organisation économique, quoi. C'est presque un syndicat vu de certains. C'est pas le cas du tout, mais ça veut dire qu'il y a des ramifications d'ordre politique, il y a tout un tas de choses à comprendre et ça peut pas se faire en 2 coups de cuillère à peau, quoi. Il y a tout un historique qu'on peut pas. Besoin d'être appuyé. Enfin, le nouveau président a véritablement besoin d'être appuyé pour déjà pour gagner du temps. Aix-Marseille French Tech, c'est la volonté d'un certain nombre d'élus qui l'ont financé, qui l'ont porté, qui ont accepté d'en confier la gouvernance à d'autres. Ça reste leur propriété. Ouais. Donc il faut continuer à respecter le plan de marche qu'ils fixent, qu'on fixe tous ensemble. Et pour cela, il faut bien comprendre les interactions entre les uns et les autres. C'est pas facile la politique, et ici, ça l'est encore moins. Ouais, tout à fait. Et c'est pas une affaire de parti, hein, c'est une affaire d'acquaintance. J'en arrive à ma dernière question, Stéphane. En parlant de politique, Macron, notre nouveau président, Emmanuel Macron. Tu l'as peut-être rencontré, non, à Las Vegas? Ah oui, enfin pas qu'à Las Vegas, à plusieurs reprises. Ouais. Vous avez bu des coups? On a même... je crois qu'on s'est fait d'oreilles de coq. Non, c'est un mec, en fait, moi je trouve, de son temps, quoi. Il a 40 ans. Lorsqu'il n'est pas face caméra, il s'exprime comme quelqu'un de 40 ans. Tu parles du dernier clash? Les Kwassa, c'est ça? J'ai pas suivi, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en ce moment, on va pas s'arrêter là-dessus. Ouais. Tu penses qu'il va apporter un nouveau souffle moi, là, à l'entrepreneuriat français? Alors, je suis pas un homme de parti, je suis un cartérien. J'aime bien les gens, les femmes et les hommes. Et je m'intéresse plutôt à ça. Il a fait la preuve que c'était quelqu'un de très intelligent, puisqu'à 1 an, il a quand même buté le PS, mis à genoux les Républicains, et mis le feu au Front National alors qu'ils ont fait un score qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'alors. Donc on peut s'accorder à dire que déjà, il est très malin. Ensuite, ce qu'il a fait sur la scène internationale, c'est incontestablement une grande réussite. Donc moi je considère que ses premiers tours de roue sont plutôt bien, mais ça reste un tour de chauffe. Il y a beaucoup de choses dont on attend. Et évidemment, s'il continue à ce rythme, on peut se dire qu'il va apporter de grands changements à notre nation. Elle a bien besoin, qui a besoin de se renouveler, mais elle a besoin aussi de se renouveler localement. C'est au moins aussi important. On a 2 mandatures avec Aix et Marseille qui arrivent au bout de leur cycle.
Donc il y a une recomposition prévisible dans 2 ans. Moi je l'appelle de mes voeux, parce que ben voilà, quoi, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure. On peut rester sur son 30 ans qu'on veut, il y a un moment donné où on n'est plus à sa place. Et il faut savoir passer la main, quoi. Toi, tu te sens en phase avec sa proposition, sa vision, etc. Je suis pas compétent pour juger. Ouais. Non. Sincèrement, je suis pas compétent pour juger. En plus, l'information, on a presque autant de fake news que d'infos réalistes. Non, mais dans son programme, par exemple, il nous a remonté que le RSI, il allait le transformer. Alors, j'ai déjeuné avec le président du RSI à midi. François Fantoso, pour celles et ceux qui le connaissent. Un petit mot. Un champion. J'ai quelque chose à lui donner. Ouais, mais tout le monde a déjà. Lui, il croit que c'est pas possible. Moi, j'ai pas d'avis. Je suis président de 2 SAS. J'ai décidé de me passer du RSI avant même de commencer. Parce que Macron a dit quand même que ça allait s'arrêter en 2018, ça allait s'intégrer à autre chose, etc. Bah, de toute façon, on a intérêt à harmoniser un certain nombre de choses, les régimes de retraite, les régimes d'indemnisation. Moi, je comprends pas. On est créateur d'entreprise, on cotise, mais si on se plante, on n'a pas le droit au chômage. C'est quand même un concept qui me paraît assez abstrait, quoi. Ouais. Donc je suis désolé. D'accord avec lui. Bah, c'est quand même la double peine. Tu prends des risques. Enfin, moi, tu vois, pour le coup, j'ai des agences de location de voitures et de camions. Donc, autant te dire que c'est une activité hautement capitalistique. Autant te dire que les banques, je leur ai tout donné. J'ai même mis en gage mes enfants, quoi, au départ pour commencer. La dernière fois où j'ai regardé mon endettement, j'ai quand même halluciné. Bon, j'ai un énorme parc aujourd'hui, et je suis de moins en moins caution, quasiment plus d'ailleurs, donc finalement mon endettement perso baisse. Enfin, mon cautionnement baisse. Tu l'as réduit. Mais je me dis, je prends des risques, j'ai pas droit au chômage, en étant président d'SAS, donc salarié, j'ai droit au chômage, je dis une bêtise. Non, j'ai droit à la retraite, mais pas au chômage. Donc j'ai pas droit au chômage. Je trouve ça tout à fait anormal, quoi. Ouais. Parce qu'on se lève comme tout le monde. Je suis pas pour opposer gentil patron à salarié. C'est pas du tout ça l'histoire. Hein. Mais je dis qu'on devrait avoir quand même une couverture en cas de casse. Parce que c'est pas une honte d'avoir tenté de se planter qu'on n'a pas aujourd'hui. Ouais. Donc s'il fait ça, ben, je serais content, mais on l'attend sur plein d'autres choses, la simplification du code du travail, sur effectivement légiférer sur le RSI, si je me limite au plan économique. Hein. Ouais, tout à fait. Après le reste, je suis pas là, j'ai pas à m'exprimer sur le sujet. Donc on attend beaucoup de lui, l'innovation, la défiscalisation des investissements dans l'innovation. Ouais, on a aussi beaucoup à faire. De nombreux pays aident leurs ressortissants à l'export, leurs entreprises à exporter. Nous, c'est vrai que c'est quand même assez léger. Alors, tu as la COFAS là, qui est maintenant intégrée à la BPI, qui aide à l'exportation et au développement commercial international. Beaucoup reste à faire. Hein. Beaucoup reste à faire parce que on a encore beaucoup de mal avec les entreprises qui sont en early stage. Qui sont donc fragiles, qui sont risqués, et on les aide assez peu, et je crois qu'il faut en aider beaucoup pour mutualiser le risque. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas suffisamment faire. Mais on a à la tête du pays, si j'ai bien compris, un banquier de culture internationale, et j'espère que les choses vont aller vite. Dans le bon sens. Et j'insiste sur vite. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que là, on n'a plus le temps d'attendre et le monde évolue à une telle vitesse qu'on ne peut pas se permettre. Voilà. Exactement. Après, les législatives aussi vont amener une majorité ou non à ce président. Oui, exactement. Là, il ne faut pas se tromper. Non, je ne dis pas qu'il faut donner la majorité. Hein. Attention, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est une action vous importante. Votez pour qui vous voulez, la démocratie est là pour ça. Mais... C'est une action importante à tes yeux. C'est l'appui. Alors, la seule chose que je m'autorise à dire, c'est ce que j'ai écrit sur mon compte Facebook. Pour celles et ceux qui me suivent, j'ai mis une cartouche à Mélenchon. Ah oui. Ouais, et c'est assez rare en fait. Ouais. Mais il y en a qui disent que tu t'es même retenu. Ouais, non, mais je me suis retenu parce que voilà quoi. Moi, je n'ai pas envie. Lire, hein. J'ai pas envie d'avoir tous les rats crevés français à Marseille quoi. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un avenir et pas d'un passé. Voilà. Ouais. Donc qu'un gars qui s'est pris une raclée à un beau moment vienne à Marseille, dans l'arrondissement où il a fait le plus de voix, pour s'assurer un dernier job, ben, je trouve ça anormal. Voilà, c'est tout. Ouais. Et qu'en plus on abuse de gens qui sont dans la difficulté. Parce qu'il va. C'est juste inadmissible. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette sortie, c'est la seule que je vous dirai sur ce sujet-là. À lire, hein, c'est assez exceptionnel. Tapez Stéphane Soto sur Facebook. Ouais, vous allez voir, il est sympa l'article.
Voilà, mais sinon, j'adore la démocratie, je trouve que c'est chouette. C'est ce que j'ai écrit aussi. Exactement. On peut défendre, promouvoir et voter pour ses idées. Et c'est ce qui est beau. Voilà. Mais il y en a certaines qui me hérissent, quoi, dont celle-ci. En plus, on a une start-upeuse folle et éminent membre de la French Tech, Corinne Versini, face à lui. Donc voilà. Exactement. Ouais. Mais il y en a plein d'autres hein, qui sont dans la French Tech, qui sont aujourd'hui en campagne. C'est assez marrant d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. En tout cas, Stéphane, tu as réussi à répondre à mes 10 questions. Merci beaucoup. Mais je pense que dans le public, certaines personnes aimeraient t'en poser d'autres. Donc, on va pas en faire une vingtaine. Mais on va pas sur Mélenchon, s'il vous plaît. Voilà. Je vais pas m'en retenir. Voilà, pas Jean-Luc. On n'en parle pas ce soir. Pas celui-là, Jean-Luc, en tout cas. Ouais. Hop, je vais faire tourner le micro. Je me promène, Stéphane, et tu réponds. N'oublie pas, on doit piéger Stéphane. Je n'ai pas réussi. À toi. Bonjour, David. J'ai compris que de toute manière, tu ne crois pas aux politiques nationales. Pour clore cette petite discussion à tendance politique, moi je veux revenir justement sur la région. On est d'accord que Marseille et Aix se bagarrent, donc ça fait malheureusement pas avancer tellement le schmilblick. Et il y a d'autres acteurs dont on n'a pas parlé. Là, bon, la région, il y a les OIR et une politique qui se veut être volontariste. Volontariste, je confirme. C'est très bien. Malheureusement, on va compter en mois, voire plutôt en années, avant d'avoir quelque chose qui va émerger. La politique de développement du port, il y a aussi des projets pour dans 4 ans, 5 ans. Avant ça, on verra pas grand-chose, j'en ai peur. Et il y a des agences comme l'ARI, Agence régionale pour l'innovation et l'internationalisation. Ouais, tout à fait. Voilà, d'autres acteurs que French Tech. Je voulais savoir comment ça se coordonnait en local, justement, parce qu'il y a quelques bagarres et alors il y a plusieurs sujets un peu connexes dans ta question. Effectivement, on est sur une collaboration entre Aix et Marseille au travers de la métropole qui est pour l'instant très imparfaite. On peut se dire ça, on ne trahira aucun secret malgré des sourires de façade. Et ça marche pas, ça marche insuffisamment. Hein, Christian? Comment? Ça pourrait être mieux. Donc moi je trouve que ça marche insuffisamment. On a une région qui a changé de mandature. Alors moi j'ai connu l'ancienne mandature déjà, avec plusieurs élus, Patrick Allemand, puis Christophe Castaner, et enfin Bernard Morel. Avec Patrick Allemand c'était pas mal. Avec Castaner ça a été vraiment très très chouette, un gars qui connaissait bien ses sujets. Tandis qu'avec Bernard Morel j'avais l'impression d'avoir l'antéchrist en face de moi. Donc ça n'a pas été pour Medinsoft comme pour tous les autres assos un dogmatique qui comprenait rien, donc c'était un peu compliqué. Est arrivée cette nouvelle mandature de Christian Estrosi puis Renaud Muselier, volontariste avec des élus de très bonne qualité qui font du bon travail. Alors je suis d'un naturel impatient, donc j'ai tendance à dire ça va pas assez vite. Franchement, ça va pas assez vite. Certes, mais ça va dans le bon sens. Parce que dans vite et bien, il y a bien aussi, faut pas l'oublier. Ça va dans le bon sens et moi j'en attends beaucoup. Ensuite, il y a un conseil départemental qui n'est pas lié à l'économie, mais qui est présidé par Mathilde Vassal, une dame de très grande valeur, qui est également vice-présidente à l'économie de la métropole, qui effectivement s'enferme quand même un petit peu dans ces logiques de lutte entre les territoires d'Aix et Marseille. Mais je crois sincèrement là qu'on est vraiment au bout, quoi. C'est la queue de la comète. Moi, je le vois plus. Ça sera dépassé quand il y aura un changement de personne ou... Ouais, effectivement, ça sera complètement bypassé. Puis il y a la mairie de Marseille, quoi. La mairie de Marseille, c'est un cabinet du maire. Ce sont 4 personnes qui sont extrêmement puissantes, qui tiennent la métropole comme la ville. Et elles partiront en même temps que le maire Jean-Claude Gaudin. Alors bon, Jean-Claude Gaudin, vous y trouvez pas, hein, il a quand même fait énormément pour la ville. C'est juste que, voilà quoi. Il faut que ça change. Ma question était plus sur les autres acteurs et la coordination. Alors les autres acteurs, ça fonctionne très bien, parce que tu n'as pas cité Provence Promotion, Pays d'Aix Développement. Ici, on est chez Marseille Innovation quand même. Hein.
C'est quand même un outil non seulement d'accélération, mais de promotion de l'innovation territoriale. C'est le premier, c'est le plus grand de la région, c'est sans doute le plus ancien, et c'est des outils avec lesquels on travaille, comme nous, on est aussi des outils, au quotidien, plutôt très bien. L'ARI, c'est une très belle structure, dont l'avenir n'est pas assuré, puisque pour le coup, la région n'a jamais tranché. Un coup on va l'oxyre, un coup on va continuer, un coup on va l'oxyre, un coup on va continuer. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'international, parce que finalement je me rends compte que j'ai pas fini mon sujet. On a beau faire des actions de qualité, elles sont malgré tout sporadiques et elles ne sont pas structurées et mutualisées. Moi, ça fait 2 ans que je demande une structure, quelle qu'elle soit, mais qui prenne le lead sur la question internationale et de l'innovation, parce qu'il y a CCI International aussi, la CCIMP, enfin, il y a de nombreuses structures. Il y a nous. Nous, des fois, on fait des trucs à l'international, on fait le DLD à Tel Aviv, on ne demande rien à personne. C'est pas normal. Il faut qu'il y ait une structure qui mutualise, qui permette au plus grand nombre d'entreprises, parce qu'on ne les a pas forcément toutes dans nos registres, même si on en a énormément. Il faut une structure qui prenne le lead, qui mutualise, qui fasse du marketing, du print, ce genre de choses. Une coordination, quoi. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas. Et c'est quelque chose que je regrette et qui nous fait cruellement défaut. C'est dans les cartons, Stéphane? Pas dans les miens, en tout cas. Des idées? Non, il y a des idées, mais il y a rien de statué, quoi. Après, la région a eu fort à faire à repenser, comme elle l'entendait, tout ça, à mettre de nouvelles têtes à la direction générale, aux directions générales adjointes. Donc c'est pas forcément évident pour elle de tout remettre en place. Mais sur la question internationale, c'est clairement déconnant. Elle a déjà bien relancé le FEDER, ça c'est plutôt bien. Parce qu'on a besoin du FEDER pour financer nos projets, ce qui était quasiment impossible sous l'ancienne mandature, du moins depuis 2011. Hein, on en a tous bavé, on peut dire ça. Voilà, donc là il y a un nouveau directeur et tout, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que, pour moi, c'est déjà du passé en fait. Parce que 2020, c'est demain. Et d'ici 2020, on a déjà tellement de projets à mettre en œuvre que ça va bien se passer. Stéphane, j'ai une autre question ici. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on y va. Bonjour, Adrien, Société Miley. Moi, j'ai retenu, alors, de manière un peu égocentrique, deux mots dans vos différentes réponses aux questions. En l'occurrence, l'attractivité pour le territoire et la transition numérique pour les entreprises locales. Nous, on construit un produit qui répond de manière automatisée à ces deux problématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Qui on doit rencontrer, qui on doit contacter? Et on peut aussi bien répondre à des produits pour la structure, comme vous présenter nos solutions pour les entreprises locales. Alors, c'est tout l'objet d'Aix-Marseille French Tech de vous mettre en lumière. Ok? Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Vous permettre d'exposer sur des salons, vous mettre directement en contact avec des partenaires que vous pourriez intéresser. Si vous le voulez bien, vous vous mettez en rapport avec nous via le site amft.io. Et là, on vous répond, soit on se fait un call, enfin pas forcément avec moi ou Stéphanie ou Benjamin, enfin n'importe lequel, parce que Aix-Marseille French Tech, c'est aussi une équipe. Hein. Donc il y a Stéphanie qui coordonne, qui elle est à plein temps, Benjamin aussi, des prestataires qui sont là en temps partiel pour la communication online, pour le community management, pour la newsletter. Donc il y a toute une équipe qui est là pour être au service de start-upers, de start-upers comme vous. Donc vous nous contactez, vous nous dites ce que vous faites. Là on vous file un rendez-vous, un call ou une visite. On peut même se voir tous deux si vous voulez, et pour mieux comprendre. Parce que moi, si vous me dites avec le même produit, je réponds à des problématiques d'attractivité territoriale et de transformation digitale, vous êtes le nouveau Bill Gates. Donc, bravo. Mais ouais, vous nous contactez et on se voit rapidement. Mais c'est vrai que ces sujets d'attractivité, je les ai aussi abordés parce que c'est à nous toutes et tous de le rappeler sans arrêt là, à ceux qui décident. On manque d'attractivité. Parce qu'on manque d'attractivité, on manque de ressources. Et il y a un vrai sujet, un vrai sujet avec ça, qui n'a pas été abordé ni de concert, ni correctement. Voilà. Stéphane, j'ai une autre question ici. Bonjour Michael, merci pour votre intervention déjà, c'était très intéressant. Merci. Quelle est la nature de vos relations, vous, en tant que MFT,
avec les pôles de compétitivité, n'entrez-vous pas en concurrence avec eux? Alors, pas du tout. Pas du tout. D'abord, on a plutôt de bonnes relations avec tous, même si on collabore pas en continu. Les pôles de compète, eux, sont a priori là pour monter des projets. Des projets de financement, toute la PACA Labs, la FUI, la PRF et tout ça. Là où nous, on se positionne sur l'animation au sens large. D'accord? Quand je parle d'animation au sens large, je parle de commission, je parle de salon, je parle de communication, je parle d'amener des boîtes à l'international. Alors sur certains points également, effectivement, il y a un petit chevauchement. Mais par exemple avec SCS, quand il y a chevauchement, on essaie beaucoup de faire des choses ensemble. Donc les pôles de compète, d'abord sont arrivés avant, et moi je connais toujours l'antériorité, ont des résultats depuis plus longtemps, et on a des budgets qu'on n'imagine même pas avoir un jour. Donc au moins ça règle le problème. Donc non, ça se passe plutôt bien, aussi bien avec Safe que SCS et les autres. Ouais. Eurobiomed également, enfin je ne vais pas tout les citer parce que je ne les ai pas forcément tous en tête, mais on bosse plutôt bien, et avec l'arrivée des réseaux thématiques, puisqu'au départ, ex-Marseille French Tech s'est positionné sur Smart City, IoT, Big Data et Marketing Digital, Cloud et e-santé. On a rajouté, grâce à l'arrivée des réseaux thématiques, plusieurs nouveaux sujets, le Clean Tech, Security and Privacy, e-tourisme. Non, pas e-tourisme. Ah non, c'est... Parce que là, pour le coup, j'ai râlé. J'ai pas compris qu'en France, on n'est pas e-tourisme et la mer. Il faudra m'expliquer comment on n'a pas pu avoir ces réseaux thématiques. Bon. Et quelques autres sujets. Donc, par exemple, sur la question de l'IoT, SCS a pris le lead avec d'autres, avec The Camp, avec d'autres. Sur la question des clean tech, là, c'est l'Arbois qui l'a pris avec. Et c'est là où j'arrive pas à me rappeler du pôle de compétitivité qui est basé à l'Arbois. The Camp? Non, c'est 2EI, ça n'existe plus. Le pôle Cap Énergie. Bravo Laurence. Voilà. Et donc non, ça, on a des collaborations qui sont assez claires. De toute façon, nous, j'ai connu l'époque où on était Made in Soft, où je voyais SCS s'étriper avec Telecom Valley. Enfin, c'était. Mais ça a plus aujourd'hui. Sincèrement, puis c'est pas le sujet, quoi. On n'est pas là pour se dire je suis plus beau, plus fort que l'autre. Moi perso, je m'en fous, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats, c'est envoyer de nombreuses entreprises à Las Vegas, c'est mettre des startups à la polyclinique du Parc Rambaud. Ça m'intéresse. Du concret. Voilà. Après, les slides, c'est pas mon truc, quoi. Voilà. Y aurait-il une autre question avant que cela se termine? Est-ce qu'on peut remercier Stéphane Soto avec Merci beaucoup. des applaudissements? Stéphane, merci.